Maison en ruine, porte close, rue déserte, une ville en guerre. Personne ne s'y affaire sinon à la destruction. On discerne des silhouettes dans la partie haute d'un palais. Une part du balcon est dégarnie de son parement dont les débris criblent le sol. Ils cognent avec des masses, ce sont des démolisseurs. Plus loin, des briques à nu, des pans de murs affaissés, des fenêtres brisées. Non pas la ruine, mais le travail de la ruine, ce lent délitement des choses qui suit leur figement hébété. Toutes les boutiques sont fermées, sauf celle de l'armurier. La troupe armée s'est déversée partout dans les rues, comme un fleuve débordant de son lit. Elle rôde, désœuvrée et menaçante. Voici un sbire à l'étrange costume bariolé qui porte la main sur un citoyen, détournant la tête. Sans doute le tient-il à l'encolure, à moins qu'il ne l'ait giflé. Il a en tout cas l'autre main sur le pommeau de sa dague, prête à dégainer. C'est la partie de la fresque dite du bon gouvernement, peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne, au Palais public, en 1338, mais c'est une des parties qu'on voit le moins souvent, ou qu'on ne veut pas voir, c'est la partie mauvaise, méchante, funeste, celle de la ville en guerre. Et c'est celle qui, en tout cas dans le livre, Conjurer la peur, dont il est question, celle qui, sur laquelle je m'arrête un peu, parce que ce n'est pas la partie la plus flatteuse de cette fresque, mais pourtant il faut quand même soutenir le regard, il faut s'arrêter justement sur ce qu'elle donne à voir. Évidemment, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas distinguer en histoire, je crois, dans l'écriture de l'histoire, l'observation de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas feindre de croire qu'on va donner une description neutre, parce que, surtout pour une peinture, à partir du moment où on la met en mots, on va choisir ces mots, on va, effectivement, comme tu le dis, les mettre dans un certain ordre, et inévitablement, ça va créer, sinon une interprétation, du moins les conditions d'une interprétation, et ça va créer un sens un peu subreptice qui file devant le texte, et duquel, effectivement, le lecteur peut faire ce qu'il veut. Il peut bien en faire ce qu'il veut. Moi, c'est le plaisir de la description qui m'amène, de manière un peu obsessionnelle, à m'intéresser à la peinture, davantage peut-être que l'interprétation. C'est effectivement ce pouvoir des mots à rendre ce qu'on reçoit d'un coup, et de manière simultanée, et savoir dans quel sens on va tourner. C'est ça la question. Par quoi on va commencer et quel fil on va tirer. Mais je me méfie aussi de ça. Et je l'ai fait plusieurs fois. Il me plaît de me rappeler que le livre qui m'amène ici, à la grâce, c'est Léonard et Machiavel. Que ce livre, je le donne comme je pensais le donner au départ, avec des images, puisqu'il y a des descriptions, et puis je mettais des images, parce que je suis historien. Je m'étais privé des notes, mais c'était comme les dernières notes, c'était ce qui m'accrochait au réel. Et Bob me les a fait enlever, ce qui était le dernier geste, en fait, ce qui faisait du texte vraiment un texte littéraire, disons, mais qui ne donnait pas le choix au lecteur. Il me suivait ou pas. Là, c'est un choix inverse, ce livre-là, Conjurer la peur. Il n'est pas chez Verdier, il est chez un autre éditeur qui a choisi d'en faire aussi un livre d'images. Et les images sont contre la description, mais sont tout contre. Ça veut dire qu'elles peuvent éventuellement les contrer. Ça veut dire que cette mise en mots, à partir du moment où elle côtoie l'image, le lecteur peut aller de l'un à l'autre, et puis surtout, il peut contredire ce que je suis en train d'affirmer. Donc c'est une manière, au fond, de faire de cette œuvre d'art, que je crois politique, un usage qu'il est aussi, en ceci qu'elle est donnée à voir politiquement, et c'est-à-dire que le sens, il est partagé comme à discuter. Bon, là, on va prendre donc deux exemples très précis. Une première phrase qui dit « La troupe armée s'est déversée partout dans les rues comme un fleuve débordant de son lit ». Alors, il y a d'abord le verbe « déverser » qui n'est pas choisi au hasard, et cette image du fleuve. Ça impose, on dirait que vous rajoutez presque des soldats. Oui, ça y est, je comprends en fait le piège dans lequel je suis tête baissée rentré.
avec cette interview. C'est-à-dire que, en fait, ce dont il est question, c'est de la capacité que moi, en tant qu'historien, j'ai à retenir une sorte de pente ou de ferveur, en tout cas de tentation littéraire. C'est-à-dire, au fond, ces images, alors là, c'est le fleuve qui effectivement déborde de son lit, en quoi, jusqu'où elles me mènent au-delà de ce qui est acceptable comme interprétation. Dans le cas présent, j'ai l'impression que ce n'est pas complètement gratuit. C'est-à-dire que cette image, elle est commandée par non seulement la peinture, mais d'une certaine manière par l'idée qu'on peut s'en faire. C'est-à-dire que cette peinture, elle est au fond entièrement scandée, rythmée par, du côté de la ville, les pleins et les vides des maisons et des rues, et du côté de la campagne, et ça fait écho, les pleins et les vides des collines et des vallées. Et donc, il y a, de toute façon, Lorenzetti a peint cette troupe qui dégringole. Et elle dégringole du haut de la colline et elle va vers son lit. Et que la violence soit un débordement, soit une crue, et soit effectivement cette force qui sort de l'étiage, je ne l'invente pas, je le vois et je sais que ce que je vois est adéquat à une certaine, à ce que j'appellerais l'œil du Trecento, c'est-à-dire qu'on peut le voir aussi comme ça à partir du moment où les structures de la langue italienne et, je dirais, la mise en littérature au XIVe siècle, puisque cette fresque est du XIVe siècle, permettent et préparent de la voir comme ça. Donc, cette question du risque que fait prendre l'histoire, enfin la littérature à l'histoire, c'est-à-dire pousser la prose historienne jusqu'à un point où vraiment des choses sont en train de vaciller, c'est vraiment la question. Ici, mais je peux me tromper, ici, ça tient encore. Alors, le deuxième exemple est encore plus précis. La phrase dit « Sans doute le tient-il à l'encolure, à moins qu'il ne l'ait giflé ». La peinture raconte une histoire, mais une histoire qui est à l'arrêt. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et c'est cela qu'on doit tenter de mettre en récit. Sans doute, à moins que, évidemment, il y a là une sorte de balancement, d'une hésitation finalement de l'interprétation que le texte mime. Puisque là, il y a un effet, je dirais, d'oralité, qui est évident. Ce qui caractérise ce texte, Conjurer la peur, que j'avais écrit de bien des manières, d'abord comme article savant, et puis un jour je l'avais dit aussi à la Grâce, hein, dans le Petit Cloître, c'est que justement c'est un texte qui est adressé. Il y a là une adresse, voyez, regardez, mais aussi, bon, voilà. Et c'était ça peut-être qu'il fallait tenter, c'était, oui, est-ce qu'un texte d'histoire peut être adressé comme la littérature, évidemment, le fait souvent. Là, c'est plus délicat. C'est plus délicat et ça suppose effectivement de mettre une sorte de déplier le temps et du récit qui se trouve figé dans l'image et de l'interprétation qu'on peut effectivement ramener à une sorte de temporalité qui lui est propre. Alors, est-ce que tout n'est pas résumé dans cette phrase que tu as prononcée dans le Petit Cloître lundi je cherche dans la littérature le risque de l'histoire. C'est une très belle phrase, mais au fond, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, il y a des phrases qui me viennent et si j'en connaissais le sens, je ne les dirais pas. Si je les dis, c'est pour que j'attends effectivement un retour, et Dieu sait effectivement que c'est important ici, cette incroyable liberté d'écoute dont parlait Françoise Vallon d'ailleurs, ici même à Corbière-Matin. Elle nous permet au fond de comprendre au moment même où on l'énonce des choses un peu incertaines. Écrire l'histoire, c'est pas pour la fragiliser.
Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas jouer avec l'histoire, je ne veux pas jouer avec le régime de vérité des historiens, qui n'est pas celui des romanciers et qui doit être plus solidement assuré. L'histoire, c'est un savoir robuste, un petit peu affirmé sur ses bases. Et ça doit l'être. Et ça doit l'être aujourd'hui. Et ça, c'est important. Donc il ne s'agit pas de faire trembler la limite par une sorte de dandisme de l'incertitude. Il y a des choses sérieuses. Là, c'est du Moyen-Âge, on peut dire, bon d'accord, il peut broder sur le motif, mais on comprend très bien que sur d'autres sujets, il ne faut pas le faire. Et de toute façon, l'histoire est une. Il n'y a qu'une discipline historique, c'est la même méthode, donc elle doit valoir avec la même exigence partout. Donc, dire on va écrire l'histoire, ce n'est pas pour la fragiliser, c'est pour se donner les moyens littéraires de l'affirmer comme régime spécifique de vérité. Mais cette vérité, elle se découvre dans l'interprétation. Et donc, il faut dire en même temps l'histoire, le récit, que l'on croit légitimement pouvoir reconstituer à partir des traces laissées par une intrigue, et en même temps la difficulté que l'historien a à faire cette opération. C'est-à-dire qu'un historien qui n'exhiberait pas avec suffisamment, je dirais, de sincérité ses doutes au moment même où il écrit, tromperait son lecteur. Donc, pour dire cela, pour dire cette fragilité de l'histoire, eh bien c'est ce risque, au fond. Pourquoi je risque ce mot de risque? C'est parce que je pense à ce très bel entretien de Michel Foucault, qui s'appelle Le Beau Danger, qui est un entretien que, d'ailleurs, il n'avait pas voulu, de son vivant, voir publié, parce qu'il le trouvait dangereux. Et il l'était assurément, parce qu'il donnait, pour la première fois, c'était à la fin des années 60, une définition de ce que Michel Foucault attendait de son écriture. Et déjà, à ce moment-là, il commençait à craindre que sa philosophie soit reçue comme d'abord un style, et qu'il soit, comme philosophe, d'abord lu et célèbre, parce que écrivant de la manière que l'on sait. Et donc ça l'obligeait à confier sincèrement qu'est-ce qu'il attendait au fond de l'écriture, qu'est-ce qu'au fond il espérait dans la mise en langue de sa pensée, et il appelait ça le beau danger. Le beau danger, c'est que, bien sûr, il y a un risque. Ce risque, c'est que le lit déborde, qu'on se laisse entraîner par la phrase, dans des images qui sont simplement belles ou qui plaisent à un moment donné pour des raisons qui ne sont pas très claires, mais qui ont la source dans une histoire propre, intime ou accidentelle à ce moment-là, et qui n'ont rien à voir avec le passé tel qu'il fut, comme disent les positivistes. Et c'est pas ça qu'il faudrait faire. Donc il y a là un danger, mais un beau danger. Et à partir du moment où il appartient aussi, enfin, j'ai voulu parler de Dante cette année. De Dante, on ne comprend rien, plus rien, sinon la beauté littéraire, justement, c'est ce qui reste. C'est le point d'invulnérabilité de sa pensée. C'est ce qui, au fond, la rend proprement inatteignable. Mais donc, la mise en beauté d'un discours, c'est pas seulement une façon de le mettre à l'abri des critiques. Dans ce cas-là, ça serait dégueulasse. Il ne faudrait pas faire ça. Ça serait profondément déloyal par rapport à l'histoire qui est une science sociale, donc un savoir partagé, donc qui doit être contrôlé par les gens qui le lisent. C'est pour ça qu'il y a des images là. On peut ne pas être d'accord. Et j'ai présenté le livre et les gens disent « non, je ne lis pas ça ». Bon. Donc la mise en beauté, ça ne doit pas être une mise en défense, ça doit être le point d'invulnérabilité en fait du discours. Mais si j'ai voulu parler de Dante, c'est parce que justement, Dante a eu un projet qui était un projet politique qui visait la beauté, mais qui visait la beauté comme d'abord un régime de vérité,
et d'une vérité qui devait être partagée. Et ça, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle Le Banquet.